Bien, bonjour, professeur Perron. Merci d'accorder cet entretien à quelques membres du CSAPE. Bonjour. Euh, donc, beaucoup de personnes vous connaissent, enfin, commencent à vous connaître maintenant. Mais vous pouvez peut-être vous présenter un petit peu pour les gens qui vont maintenant vous connaître. Je suis Christian Perron, professeur de maladies infectieuses et tropicales. J'étais pendant 26 ans chef d'un service de maladies infectieuses dans un hôpital universitaire de la région parisienne. Et surtout, j'ai exercé à mi-temps dans ma carrière des postes assez importants dans des commissions, des conseils officiels comme le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le Haut Conseil de la santé publique, l'Agence du médicament. euh, euh, j'ai présidé le comité technique des vaccinations. Donc j'ai souvent été en position de président de commissions importantes qui ont concilié des gouvernements de droite et de gauche pendant une quinzaine d'années et aussi animé la politique vaccinale en France. Donc ça m'a donné un profil un petit peu particulier parce que à la fois j'avais une activité de clinicien, de soins des malades, une activité de santé publique, mais importante, hein, parce que c'était vraiment des commissions branchées directement sur le ministère de la Santé. Et puis à côté de ça, j'ai eu une expérience internationale, puisque pendant plusieurs années, j'ai été vice-président du groupe d'experts pour la vaccination pour l'Europe à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la très grande Europe de l'OMS qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Elle inclut la Russie jusqu'à Vladivostok, toutes les républiques russophones d'Asie centrale, l'Europe du Nord, de l'Est, la Turquie, Israël. Et donc j'ai animé des groupes de travail pendant plusieurs années dans toute cette région sur la vaccination. Donc je pense que les épidémies, je connais bien, j'en ai géré plusieurs. Les vaccins, je connais bien. J'ai même une expérience internationale à l'OMS, plus beaucoup de publications, euh, plus de 300 publications scientifiques internationales. Donc je pense que j'avais une certaine légitimité pour parler. Bien, professeur. Alors, justement, 4 ans après le déclenchement du narratif Covid, sujet à de nombreuses incohérences, quels commentaires faites-vous à propos du virus? Pouvons-nous établir un rapprochement entre le fait qu'il s'agit d'un virus manipulé par l'homme, sous l'appellation de gain de fonction, et les recherches et développements sur les armes biologiques, par certains réseaux scientifiques en infraction aux accords internationaux de 1975 visant la prohibition de ces recherches? Alors, pour ce qui est des développements d'armes biologiques, j'étais en plein dedans déjà, parce que ça fait une vingtaine d'années que je me battais pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. Alors, Lyme, ça n'a rien à voir avec Covid, mais c'est une bactérie transmise par les tiques qui a toujours existé. La bactérie responsable qu'on appelle Borrelia maintenant existait il y a plus de 5000 ans, on en a la preuve. Mais elle a été trafiquée par les nazis pendant la guerre, les Japonais, puis les Américains ont repris des criminels de guerre pour continuer les études aux États-Unis. Et la bactérie et les tiques s'étaient échappés d'un centre de recherche à côté de la ville de Lyme, d'où le nom de Lyme, parce qu'il y a une grosse épidémie qu'ils ont essayé de camoufler pendant des années. Et le camouflage continue, parce que ça fait plus de 30 ans que l'épidémie avait commencé dans les années 60, 70, ça a flambé à la fin des années 70 et s'était reconnu dans les années 80. Alors, ils ont reconnu la forme aiguë de la maladie, mais jamais la forme chronique, parce que ça les aurait conduits à indemniser des millions de personnes. Donc, ils ont mis au point des tests qui diagnostiquent très peu de monde, qui sont toujours, je dirais, en cours, dits valides, alors qu'ils sont nuls. Et ils ont influencé, voire acheté tous les grands journaux médicaux pour dire que la maladie de Lyme chronique n'existait pas, que les, les, les rares cas ont fait un diagnostic grâce au test. C'est une maladie qui est tout à fait facile à traiter en 2 3 semaines d'antibiotiques, c'est terminé. Alors que maintenant, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui en souffrent de façon chronique et qui meurent à petit feu. Souvent, ça peut quelquefois être responsable de la mort à court terme, c'est rare, hein, mais avec des encéphalites ou des atteintes cardiaques, le plus souvent, c'est une mort à petit feu. Des gens qui sont paralysés, qui ont mal partout, qui après, ça peut aussi attaquer le cerveau, il peut y avoir des problèmes psychiatriques. Donc c'est horrible. Et on dit aux gens qui souffrent la mort, qui sont paralysés, c'est dans votre tête, allez en psychiatrie. Et ça a infiltré tous les États. Aujourd'hui en France, quand j'étais dans les commissions, j'avais fait avancer les choses, j'avais obtenu qu'on crée des centres de référence pour prendre en charge les malades. Et depuis que je suis plus président, tout ce qu'on avait décidé, les associations de malades devaient être présentes dans les centres, les médecins généralistes qui s'occupaient de l'âme devaient être présents. On a mis tout ça à la poubelle. Et maintenant, les malades, ils ont profité du Covid aussi pour radier des médecins.
menacer les autres. Et les malades ne trouvent plus de médecins pour les soigner en France, alors qu'il y en avait quand même beaucoup il y a quelques années. Donc c'est horrible ce qui se passe, mais personne n'en parle. Voilà, donc c'était effectivement déjà de la guerre microbiologique. Alors pour parler du Covid, bon maintenant il n'y a plus un seul chercheur sérieux au monde qui dit encore que c'est un truc naturel qui vient du pangolin. De toute façon, il y a des séquences qui ont été insérées dans le chromosome du virus qui ne peuvent pas être naturelles. C'est impossible. Donc c'est comme ça. Moi, je suis, même si j'ai suivi des cours de virologie à l'Institut Pasteur, j'ai manipulé des virus quand j'étais plus jeune. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la biologie moléculaire, mais enfin, il y a quand même Montagnier l'avait dit très tôt, et puis d'autres dans le monde. Hein. Alors c'est vrai qu'Anthony Fauci, qui était le directeur de la branche maladie infectieuse du NIH, le NIH aux États-Unis, c'est l'équivalent de l'INSERM, mais en bien plus gros, parce que l'INSERM en France n'a pas beaucoup d'argent. Fauci, il avait des budgets quelquefois de plusieurs milliards, il pouvait acheter n'importe quel chercheur ou laboratoire dans le monde entier. Il a distribué pas mal d'argent pour ces fameux gains de fonction. Le gain de fonction, c'est on prend un virus naturel d'origine animale et on le confie à un laboratoire pour le trafiquer pour qu'il devienne transmissible à l'homme. Parce qu'un virus animal n'est pas toujours transmissible à l'homme. Alors maintenant, le SARS-CoV-2, l'agent du Covid-19, bon maintenant c'est sûr que ça a été trafiqué. Il y a eu des brevets à l'Institut Pasteur en 2015. Après, ça a été trafiqué, je sais pas, Ralph Baric à Chapel Hill aux États-Unis. Puis après, quand les États-Unis, on a interdit à Fauci de continuer à financer les expériences aux États-Unis, mais il a continué à financer la Chine. Donc ça a circulé. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en tombant dans surtout ce scandale, j'ai découvert qu'Anthony Fauci avait déjà financé le gain de fonction des coronavirus. Comme par hasard, c'était juste quelques temps avant le premier SRAS, le premier coronavirus respiratoire chinois, où là c'était une chauve-souris bon, qui n'avait pas fricoté avec un pangolin, c'était avec une civette. Et moi, à l'époque, j'avais totalement gobé, mais maintenant il y a quand même des chercheurs sérieux qui disent déjà ce virus, il y a une forte présomption qu'il ait déjà été trafiqué à l'époque. Alors ils avaient raté leur coup, c'est qu'il était beaucoup plus dangereux. La mortalité était bien plus élevée. Parce qu'au tout début, quand il y a eu les premiers cas en Chine, on ne sait pas trop ce qui se passait, mais quand c'est passé au Vietnam, c'était par hasard à l'hôpital français de Hanoï. Donc les Français, moi je me souviens, je travaillais en lien avec la direction générale de la santé à l'époque, avec les virologues de l'Institut Pasteur, on travaillait ensemble, donc on avait eu des renseignements assez précoces. Et les soignants, les médecins, les infirmières qui étaient rentrés dans les chambres des malades sans masque, il y avait eu jusqu'à presque 40% de mortalité, c'était énorme. Hein. Alors le virus a disséminé, il est parti au Canada, à l'hôpital de Toronto, et finalement, en isolant les patients, au bout de quelques semaines, assez rapidement, la pandémie s'est arrêtée parce que un virus trop dangereux, s'il tue trop, s'il rend les gens trop malades, avant de les tuer éventuellement, il ne se propage pas bien. Un virus intelligent, il garde son cheptel de victimes pour pouvoir se propager. C'est pour ça que je pense qu'ils se sont dit, là, on a peut-être tapé un peu fort. Ils ont essayé un autre coronavirus plus bénin, mais alors du coup, celui-là, il était très bénin. Quand je dis ça, je ne faut pas croire que je me moque. Il y a eu des millions de morts dans le monde à cause de ce virus. Hein. Alors, c'était essentiellement des gens très fragiles, des personnes très âgées qui avaient beaucoup de maladies sous-jacentes. Il faut leur rendre hommage à leur famille. Hein. C'est pas du tout de la dénégation. Il y a une vraie pandémie qui a été créée. Mais quand on regarde à l'échelon de la planète, même à l'échelon de la France, ce virus n'a pas déclenché une mortalité énorme. Quand on lit les travaux de Pierre Chaillot, on voit que c'était pas pire que certaines années de forte grippe. Hein. On nous a fait croire qu'on allait enjamber des cadavres en sortant dans la rue. Quoi. C'est une pandémie médiatique. Hein, voilà, donc après, je pense qu'il y a plein d'autres essais. Là, ça continue parce que là, ouais, on est en juin 2024. J'ai appris l'autre jour que l'Europe était en train de commander des doses énormes pour des sommes faramineuses. Un nouveau vaccin pour la grippe aviaire, je crois que c'est H5N8. Il y a encore 0 cas dans le monde, mais ils sont toujours très intelligents. Ils prévoient toujours les pandémies à l'avance. Et puis après, ils vont nous sortir le vaccin miracle. Donc voilà, tout ça, c'est évident que tout ça a été organisé, surtout que tous les signes de la pandémie, qu'il faut appeler la pandémie, étaient déjà annoncés des années à l'avance. Il y a des chansons rock, il y a des films, des clips qui ont été faits il y a plus de 15 ans qui parlaient de la future pandémie de coronavirus. Il faut regarder le défilé d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres.
en Mhm. 2016, je crois, à Mhm. Londres. Je suis inquiet que les Jeux Olympiques qui vont venir, parce qu'il y avait un défilé satanique, il faut s'en souvenir, Oui, avec des lits d'hôpitaux, des petits enfants terrorisés avec des petits diables qui leur couraient après, des infirmières, des médecins qui étaient sous forme de marionnettes qui injectaient. Il y avait un grand sorcier avec une immense seringue. Et au-dessus du stade, il y avait une grande couronne de coronavirus avec les protéines de pointe. C'était en 2016, hein. Et puis après, en 2019, c'est quelques exemples. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais euh, janvier 2019, donc 9 mois avant le début officiel de la pandémie, la page de couverture de Vie économiste, on peut vérifier sur Internet, on la mhm. trouve facilement. Il y avait tous les symboles de la pandémie qui n'étaient pas encore là. Donc il y avait l'homme de Vétrus de Léonard de Vinci, 4 bras, 4 jambes. Il avait le tatouage du vaccin de l'ARN dans le bras. Il avait le QR code dans la main. Le pangolin à ses pieds. Je ne savais pas ce que c'était qu'un pangolin. Moi, en janvier 2019, j'ai appris grâce à cette soi-disant pandémie. Il y avait les 4 chevaliers de l'Apocalypse masqués. Non, mais bon, il y a beaucoup d'autres symboles, mais c'est quand même affolant de voir. Et on sait que le virus a circulé en Europe, aux États-Unis, plusieurs mois avant le démarrage officiel de Wuhan. Et quand j'avais voulu retrouver des choses que j'avais trouvées sur Internet, mais les médias américains en parlaient à cette époque, tout a été nettoyé du net. Alors moi, je suis pas. Peut-être qu'on peut retrouver sur le Darknet. Je sais pas faire. Ça me fait suer. Mais il y a eu des épidémies dans le nord de l'Italie, l'été 2019, et a posteriori, on a pu prouver. C'est l'Institut de cancérologie de Milan qui a pu prouver que ces personnes qui étaient mortes en Italie, dans le nord-ouest de l'Italie, et il y avait déjà du virus qu'on a retrouvé après quand on a fait des autopsies plusieurs mois après. Et la même chose aux États-Unis, l'épidémie des vapoteurs, des gens jeunes. Et ça avait commencé en mars 2019. Ça s'est arrêté pendant l'été et c'est venu probablement d'une fuite du laboratoire de recherche militaire de Fort Detrick, parce que le président américain avait ordonné qu'on ferme Fort Detrick quelque temps pour assurer l'étanchéité du centre. Et puis même on a trouvé, vous savez, tous les pays dans les grandes villes, ils sont tenus de congeler régulièrement, je ne sais pas si c'est tous les mois, des échantillons d'eau d'égout pour, si jamais il y a une Mhm. épidémie, qu'on puisse retrouver si le virus ou la bactérie était là. Ben, on a retrouvé le virus du Covid-19 dans les égouts de Bordeaux, de Barcelone, plusieurs mois avant le début officiel de la pandémie en Chine. Donc, quand on Oui. voit tout ça, on se dit, mais bon sang, quoi, ils sont vraiment foutus de nous, Mhm. parce que tout était parfaitement planifié. Et alors surtout, Bill Gates a fait une répétition générale à la Johns Hopkins University à Baltimore, juste très peu de temps, hein, quelques semaines avant le début, en disant, ah tiens, si jamais il y avait, comme par hasard, je dis n'importe, si jamais il y avait une épidémie de coronavirus, une pandémie, il faut être prêt. Il y avait des militaires, des journalistes, des médecins. Et alors leur plus grosse préoccupation, si vous regardez, c'était public, hein, cette réunion, c'était pas tant le virus qui les embêtait, c'était surtout le virus de la désinformation, parce qu'ils disaient automatiquement, plein de gens vont propager des fausses nouvelles, il va falloir être très vigilant. Ils étaient en train de faire une répétition, comment censurer les médias. C'est fou quand on regarde ça a posteriori. Puis c'est pas, ils n'ont pas fait, c'est pas la seule fois ils ont fait ça. Quand ils ont annoncé quelques années après, mai 2022, la Direction générale de la santé annonce le début de la pandémie de variole du singe. Moi, j'ai hurlé de rire parce que la variole du singe, d'abord, c'est pas très méchant chez l'homme. Il y a eu quelques cas de mort en Afrique, mais pas fréquents. Puis ça donne une éruption généralisée. Là, ça touchait que des homosexuels masculins avec des lésions surtout autour du sexe et de l'anus. Et c'était pas le profil clinique habituel de la variole du singe, qui était à transmission finalement par voie anale et pas par voie respiratoire. Puis ça a démarré dans 10 ou 15 pays différents, quasiment le même jour, aux 4 coins de la planète. C'était impossible, des gens qui n'avaient jamais voyagé. Et puis quand c'était apparu, j'ai découvert à ce moment-là que Bill Gates avait fait une répétition générale variole du singe un an avant. Il avait annoncé la date, il avait dit en mai 2022, on aura une pandémie de variole du singe. Il avait investi dans le vaccin variole en 2019. L'Agence européenne du médicament avait préenregistré le traitement miracle de la variole du singe plusieurs mois avant, alors qu'il n'y avait jamais eu d'études chez l'homme. Ils avaient déjà le traitement miracle, comme avec le remdesivir et le Covid, quoi. Donc quand on voit ça, je
je sais même pas encore comment il y a des détracteurs qui osent dire qu'on dit n'importe quoi, parce qu'on leur met toutes les preuves sous le nez. Toutes les preuves sont là. Après, les journalistes ont payé des milliards pour dire que ça n'existe. Quand je dis des milliards, c'est Macron lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Euh, Quelques médias aux ordres en France ont touché des milliards quand même, hein, c'est affolant. Et Euh, puis, justement, puisque vous avez évoqué le terme de pandémie, les critères qui définissaient la pandémie ont été modifiés peu de temps oui, oui, tout à fait. après le déclenchement Parce que de cette pandémie affaire-là. en grec, pan, ça veut dire tout, quoi. C'est Oui, démie, quoi. C'est l'épidémie qui touche toute la planète, tous les continents. Mais moi, quand j'avais appris le terme de pandémie à l'Institut Pasteur ou après, c'était une maladie grave qui faisait des morts. C'était la base. Une pandémie de rhume, on n'en parle même pas, quoi. Pourtant, il y a des pandémies de rhume. Dans la plupart des coronavirus, d'une des rhumes et des bronchites bénins, là, sauf quand on les trafique, hein. Euh, et là, ils ont changé la définition pour que maintenant le directeur de l'OMS puisse déclarer une pandémie avec zéro mort. Il faut le faire, hein. Donc il suffit de dire, oui, on pense qu'il y a une menace. c'est On ça. pense qu'il y a une menace. Donc on voit un écureuil là, qui a des troubles d'équilibre, qui s'est cassé la figure d'un arbre dans tel pays, et des gens qui ont éternué autour. On dit, oh là là, dans ce pays-là, il y a une menace, alerte pandémique. Euh, et puis, ou alors qu'il y a une menace de saturation du système de santé. Quand on voit avec le Covid-19 qu'ils ont totalement créé la fausse saturation. C'est ça. La première vague était un peu méchante pour les personnes à risque, c'est vrai. On en a eu beaucoup à l'hôpital à ce moment-là. Mais on aurait pu tous les traiter s'ils étaient arrivés à temps. Comme on disait aux gens, restez à la maison. Certains arrivaient, ils étaient tellement mal qu'il fallait les passer en réanimation. Et cela, le traitement hydroxychloroquine, ivermectine, vitamine D ne marchait plus. Si on le donne très tôt, c'était génial, hein. Donc, comme ils n'avaient autorisé que certains centres hospitaliers à accueillir les malades Covid, les autres n'avaient pas le droit. Et si on dirige tout le flot des patients sur un seul centre dans une région, ben, il est un peu saturé. Et le plus bel exemple, c'était à Strasbourg, parce que c'est que l'épidémie était arrivée de l'Italie, puis à Strasbourg au tout début. La télé montrait tous les soirs l'Alsace au bord de la catastrophe, l'hôpital de Strasbourg en saturation, et montrait au journal de 20 heures des hélicoptères comme les Oui. malades en Allemagne, des TGV qui partaient à Bordeaux. Et après, je connais bien Strasbourg, et quand j'ai fait ma petite enquête après, il y avait des hôpitaux, notamment il y avait des très grosses cliniques privées, mais magnifiquement équipées, avec en plus des médecins très compétents qui avaient été formés au CHU. Ils avaient arrêté toutes les activités pour accueillir les malades Covid. On leur a interdit de le faire parce qu'il fallait faire le film d'Hollywood devant les caméras. Strasbourg va craquer. Et c'était les agences régionales de santé qui donnaient les ordres. Je rends hommage parce que je pense à l'ARS, Agence régionale de santé. Récemment, il y avait un grand rassemblement à Saintes, en Charente. Là. Mm. Et il y a une directrice d'agence régionale de santé qui maintenant est à la retraite, qui a un peu balancé tout ce qu'on leur imposait. Elle a du courage, cette femme, et je l'admire parce que le ministre de la Santé a dit qu'il fallait qu'elle soit attaquée en justice. Pour l'instant, à ma connaissance, elle n'a pas été attaquée. Je pense que c'est du bluff. Mais bravo à cette dame. Je ne me souviens plus de son nom là tout de suite, mais je sais que je l'ai rencontrée à Saintes. C'est très courageux de sa part. Euh, Comment on a manipulé même nos fonctionnaires dans les Mm. administrations pour imposer finalement des trucs qui étaient complètement loufoques. Oui, alors justement, la modification des critères de pandémie, est-ce que c'était pas pour mettre en place les mesures de liberticide Ah, il fallait faire peur tous les soirs, tous les soirs. Ah, moi, je suis désolé, c'est pas de ma faute, mais Jérôme Salomon, qui était directeur général de la santé, maintenant qui est directeur adjoint de l'OMS pour aider Tedros dans son plan là, de traiter pandémie. Moi, je l'ai eu interne dans mon service, c'est moi qui l'ai formé et qui l'ai nommé professeur dans mon service. Alors, ça m'a fait un peu de la peine de le voir tous les soirs, l'habillé en noir, énoncer les morts. Et tous les soirs, les gens qui regardaient la télé en mangeant leur soupe, ils disaient, oh là là, il y en a encore des milliers qui sont morts, demain c'est moi. Et les gens avaient vraiment la trouille. Euh, et quand on leur disait, ben non, attendez, regardez les chiffres, c'est tout ça. Tous les morts qu'on attribuait au Covid n'étaient pas dus au Covid. C'est qu'on avait fermé les centres de cancérologie, de prise en charge de cardiaque en urgence. Donc les gens mouraient en arrivant d'infarctus, de cancer, d'autres choses. Ils ne pouvaient plus faire une coloscopie.
Mais comme on faisait des tests PCR qui étaient bidons après, qui étaient faussement positifs très souvent, si vous aviez le faux test positif, automatiquement, votre hospitalisation était codée Covid, ce qui rapportait plus à l'hôpital. Et puis votre mort, si vous mouriez, était codée Covid. Donc, c'était assez hallucinant voir comment on a manipulé, on a fait croire qu'il y avait des morts partout. Puis dans la deuxième vague, il y en avait moins, il y en avait moins. Puis après, le virus, il est devenu totalement bénin. Alors maintenant, vous voyez, on est en juin 2024. On nous annonce maintenant depuis 15 jours, attention, le coronavirus revient. C'est vrai que bon, je connais des gens à l'hôpital qui me disent on a revu quelques cas. Enfin, ils ne sont pas très sévères maintenant. Mais c'est juste pour faire peur, peut-être que le Mm. problème des élections en ce moment, il faut quand même remercier M. Macron, hein, c'est ce que disent les médias. S'il n'avait pas été là, on serait tous morts. Hein. Mais moi, j'en ai ras-le-bol de ces discours parce que c'est tellement ridicule. On a empêché de traiter. Oui, Pas alors oublier justement, ça c'est une question qu'en juin importante. 2020, je l'avais dit publiquement, j'en ai pris plein la figure. Et, après convoqué au Conseil de l'ordre, j'avais osé dire, alors qu'il y avait tous les chiffres sous le nez, que si on avait traité tout le monde à l'hydroxychloroquine, on aurait épargné 25 000 morts. Et maintenant, des gens ont rien. Ça, c'était juin 2020, déjà après la première vague. Hein. En prenant du recul, d'autres personnes ont analysé ces chiffres que je n'ai pas vérifié moi-même. Maintenant, il y en a qui disent que c'est plus de 90 000 morts qui auraient été évitables en France. C'est quand même colossal. Euh, et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on ait écarté les médecins généralistes. Parce que des fois, les gens disent ah ouais, alors vous critiquez, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, maladie infectieuse, on isole, on traite. Puis on met en avant les gens de première ligne. Voilà, ça aurait été réglé en 3 mois. Hein. Parce que au lieu d'isoler si, bon, les patients leur disaient restez chez vous, c'est une forme d'isolement. Enfin, on ne les traitait pas, on disait attendez d'être au bord d'asphyxier pour appeler le 15. Surtout n'appelez pas votre médecin généraliste. Sous-entendu, c'est un idiot, il comprend rien, il est incapable, ce qui est scandaleux parce que je peux vous dire que les médecins généralistes, je les ai admirés à ce moment-là. Ils ont, je vois autour de Garches, je connaissais bien tous les médecins du coin. On a fait des réunions à moitié physique, pas à moitié en visioconférence. Ils s'étaient organisés, ils avaient fait des cabinets Covid plus, des cabinets Covid moins pour pas que les flux de patients se croisent. Et, alors ils étaient motivés pour quand même avoir un masque, parce que le masque, autant c'est complètement idiot sur la plage ou dans la rue, le masque est utile dans la chambre du malade pour ça ne supprime pas le risque, mais ça réduit la quantité de virus inhalé. Parce que le virus, il n'est jamais libre dans l'air et dans les sécrétions respiratoires. Et les masques, on leur dit, oui, vous, les soignants, vous avez le droit à la pharmacie, vous aurez une boîte par semaine. On leur demandait de changer le masque toutes les 4 heures. Alors, s'ils faisaient ça, à la fin de la journée, déjà, la boîte était vide, mais les pharmacies n'avaient pas de masque. Là, j'étais stupéfait quand j'ai découvert que Jérôme Salomon, qui était mon élève, avait dit que renouveler les masques, ça servait à rien. Il m'a fait détruire des stocks de masques qui étaient peut-être un peu périmés, donc auraient pu marcher encore. Alors que c'est moi, quand je présidais la commission du Haut Conseil de la Santé publique, je crois que c'était en juillet 2010, j'avais écrit tout un rapport à la demande des autorités comment gérer les stocks de masques. Et quand j'ai relu le rapport des années après, je dis on avait tout écrit, ce qu'on a écrit c'était parfait, simplement ils l'ont pas suivi. Ils ont même fermé la dernière usine de masques en France avant le Covid. Alors après, tant qu'il n'y avait pas de masque, ils disaient, vous savez, à la télé, même Macron, Véran, Sibeth Ndiaye, et tout le monde, Édouard Philippe disait les masques, ça sert à rien, Jérôme Salomon, ça sert à rien du tout. Et puis le lendemain, ils étaient arrivés de Chine, c'était fin juin. Alors là, du jour au lendemain, c'était obligatoire. Et vous preniez l'amende et les hélicoptères qui tournaient sur la plage pour voir s'il y a une personne isolée, avec personne à 1 kilomètre à la ronde, portait le masque ou pas. Vous voyez, c'était tellement ridicule. Donc, on isole, on ne met pas toute une population confinée, ce qui est complètement débile. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine. On isole les patients, pas les gens en bonne santé. Si possible, on leur dit de rester à la maison. Et on demande aux médecins généralistes de leur apporter un traitement. Donc il faut mettre dans la boucle les médecins, les infirmières de terrain, les pharmaciens. On approvisionne les pharmacies en hydroxychloroquine parce qu'il y avait déjà la preuve que ça marchait euh, depuis le premier SRAS. Même Anthony Fauci l'avait dit, écrit dans un journal médical international que la prochaine épidémie de coronavirus, on a un excellent traitement à l'hydroxychloroquine. Les Chinois l'avaient utilisé. Il y avait commencé à être publié des études randomisées chinoises qui montraient que ça marchait. Après, il y a eu Raoult. De toute façon,
Et puis tous les médecins généralistes qui l'ont utilisé en cachette, ils ont eu quasiment zéro mort dans leur clientèle. Ils ont hospitalisé parce qu'ils les soignaient tout de suite. Donc si on avait officialisé ça, et non, mais Olivier Véran, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur une étude totalement frauduleuse. C'était reconnu qu'un jour après, sur soi-disant 90 000 malades dans le monde, que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, que c'était très dangereux. Alors, des milliards de gens l'avaient bouffé tous les jours pendant des décennies. Il n'y avait pas de mort. Et là, d'un seul coup, c'était dangereux. Et alors, l'étude est frauduleuse. Le lendemain, il fait interdire aux généralistes la prescription de chloroquine, d'hydroxychloroquine. Et puis 15 jours après, quand on s'est avoué, même par les auteurs eux-mêmes, par le journal lui-même, que c'est faux, tout a été inventé, ben, il aurait dit oh, ben, excusez-moi, je me suis trompé. Non, il a laissé l'interdiction. C'est quand même si c'est pas de la mauvaise foi, il faudrait qu'il m'explique. Hein. C'est à partir de là peut-être que justement ils ont fait un pas de trop dans le mauvais sens parce que ça a permis à partir du moment où on a abandonné, où on a empêché la médecine des premiers soins, ça a éveillé quand même beaucoup de conscience, Ouais, oui. donc de gens comme vous-même, à se poser des questions et à aller contre le narratif. Et à partir de ce moment-là, qu'on a été, faute d'arguments de ces gens-là, traités de complotistes tous. Parce que ils ont dit non, non, mais on peut pas recommander un traitement si c'est pas évalué dans une étude randomisée avec tirage au sort, un groupe placebo, un groupe avec l'hydroxychloroquine, on les suit pendant plusieurs semaines. J'ai dit c'est n'importe quoi parce que on ne va pas attendre. À l'époque, je crois qu'il y avait 400 morts par jour officiellement. Alors c'était pas tous morts du Covid probablement, mais c'était quand même énorme. S'il faut attendre 3 mois, 6 mois pour avoir, parce que moi je connais ces études, hein, c'est toujours très long d'avoir les résultats. Et puis ils défilent tous à la télé, les politiciens, même Macron, les experts, avec l'étude Discovery, l'étude e-Covid, hein, on fait de la vraie science contre placebo. Et là j'ai hurlé, j'ai dit non, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai travaillé à l'OMS. Il y a des textes de l'OMS anciens. Maintenant, on les a brûlés dans les caves de l'OMS. Et moi, je les ai sur mon ordinateur. D'ailleurs, une fois, j'avais fait un article sur François avec ces textes. L'OMS disant cas de crise majeure, c'est pas le moment de faire de la science. Il y a des morts tous les jours. S'il y a des médicaments, d'abord qui sont connus pour être bien tolérés, l'hydroxychloroquine, bah, il n'est pas plus banal, c'était en vente libre, hein, je rappelle, en France, et d'un seul coup, c'est un médicament diabolique. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. et l'ivermectine. Et l'ivermectine après, au début, il n'y avait pas encore, mais après, tout à fait, c'est pas on a dit, ouais, c'est un produit vétérinaire dangereux. Des milliards de gens étaient soignés à l'ivermectine dans le monde pour les parasites. Les grandes campagnes d'élimination des filaires en Afrique, en Asie, ça a été avec l'ivermectine. Donc, quand on a vu des gens du Conseil de l'Ordre, vous avez utilisé un médicament vétérinaire, mais qui commencent par étudier les maladies infectieuses, les médicaments, puis après ils reviennent nous voir. Il ne faut pas délirer. Donc voilà, l'OMS disait un médicament, même si on n'est pas totalement sûr qu'il marche, mais il y a des bons arguments. Et les bons arguments, on les avait tous, depuis le premier SRAS, depuis les études après in vitro, des virus de chauve-souris, puis la Chine, puis Raoult, tout ça. Il y avait une très forte présomption. D'ailleurs, les premiers résultats de Raoult sur 25 malades, c'était plié. 25 malades, la charge virale se casse la figure. Il n'y a pas besoin de 3000 malades. Donc c'était honteux que les scientifiques disent ça n'a pas de valeur, il faut randomiser. Ça n'avait ni queue ni tête. Bon. Donc l'OMS dit c'est pas le moment de faire ça. Vous avez pensé qu'un médicament, bon, faut pas qu'il soit dangereux, mais il n'était pas dangereux, qui peut marcher. On l'utilise de façon massive, on le recommande, on l'approvisionne et on l'évalue. Si dans chaque pays, je sais pas, au bout de quelques semaines, on avait évalué les 100 premiers malades traités du Covid dans les hôpitaux précoces, hein, parce que si on attend la fin, ça ne marche plus. Bah, on aurait eu, au bout de même pas 15 jours, on aurait démontré que l'hydroxychloroquine marchait, mais ça, ils ne le voulaient surtout pas. Ça cassait tout leur plan, parce qu'ils avaient déjà dans la tête, mais s'ils n'en parlaient pas encore, qu'ils avaient le vaccin miracle à sortir des cartons. Et, et, et moi, j'étais scandalisé qu'on ose faire ces études randomisées qui ont mis du temps à se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les études qui disaient que la chloroquine ne marchait pas? Soit ils ont traité trop tard des gens qui passaient en réanimation, soit comme dans l'étude Recovery, une étude pilotée par une université anglaise et une étude qui était pilotée par l'OMS, étude surtout anglaise mais un petit peu internationale, je crois qu'il y a eu quelques centres français qui ont participé. Ils ont utilisé une dose mortelle d'hydroxychloroquine.
4 fois la dose maximale autorisée chez l'homme. Alors ça, c'est pas de l'euthanasie. C'était criminel. Ben oui, mais c'était intentionnel. Après, l'expert, quand on l'avait interviewé, quoi, c'est Xavier Zalbert l'avait interviewé via François, il dit, non, mais c'est la dose qui était recommandée par l'OMS pour l'amibiase. Alors là, j'étais effaré parce qu'on n'a jamais utilisé l'hydroxychloroquine dans l'amibiase, les amibes hépatiques. Peut-être que ça avait été essayé il y a 40 ans, mais que ça n'avait pas marché, mais il n'a jamais été utilisé. Et je crois qu'il avait confondu avec un autre produit pour les amibes qui a un nom un peu similaire. Et quand on voit ça, et effectivement, il y a une surmortalité dans cette étude de l'OMS qui est toujours reprise dans les méta-analyses de nos opposants pour dire, voyez, on avait démontré que ça ne marchait pas, avec une dose potentiellement mortelle. Je rappelle que l'hydroxychloroquine, si vous bouffez toute la boîte, ça peut être une dose ça peut être un médicament du suicide. Hein. C'était dans le livre Suicide, mode d'emploi, il y avait le plaquenil. Hein. Bon. Donc, ils ont fait n'importe quoi. Et puis, ce qui était très surprenant, c'est qu'au bout de quelques semaines quand même, ils avaient inclus beaucoup de malades en France dans ces études. Il n'y avait pas eu d'analyse intermédiaire officielle, un peu officieuse, et les diapositives de ces analyses, que ce soit pour Discovery, pour e-Covid, l'étude qui était faite à Angers, les diapositives avaient fuité sur Internet. Ça avait été présenté à un petit comité d'infectiologues. Et qu'est-ce qu'on voyait? Que le seul groupe qui réagissait bien, qui mourait moins, c'était le groupe hydroxychloroquine azithromycine. Et d'un seul coup, l'étude poubelle, Véran saute sur l'article du Lancet frauduleux pour dire maintenant j'interdis que l'on continue d'inclure des malades dans les groupes chloroquine des études randomisées en cours. Et après, on n'en a plus parlé. Quand ça les dérange, on n'en parle plus. Vous savez, en juillet 2020, il y a une commission d'enquête parlementaire officielle. Hein, ils avaient interrogé Raoult, euh, Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique. Sur l'assistance publique, on est mort bien plus que dans toute la France, hein, sauf dans mon hôpital. C'est ça qui ne leur a pas plu. Mais bon, il y a des chiffres. Hein, il y avait ils avaient interrogé Agnès Buzyn. C'était trop drôle, elle était là en sueur, elle ne sait pas ce qu'elle disait. Puis pourquoi vous avez interdit la prescription libre, la vente libre d'hydroxychloroquine juste avant le début de la pandémie? Oui, non, je me souviens plus très bien. Alors, elle avait un assistant là, qui était là. Qu'est-ce que je dois répondre là? Puis, comme elle ne savait pas, le rapporteur lui repose la question. Il dit, oh, ben oui, parce que finalement, prendre trop de médicaments, c'est pas très bon pour la santé. C'est le seul argument scientifique. Non, mais alors, moi, ce qui m'a aussi fait hurler, c'est que moi, ils m'ont pas invité à la commission, je vais être le diable, j'en sais rien. Et fin juillet, Macron change de gouvernement, et puis la commission disparaît, parce que la présidente est devenue ministre. Et là, je dis, mais elle est où la commission là? Je pense que les conclusions de chaque interview ne devaient pas être très en faveur des décisions gouvernementales. Donc, ils ont assez évaporé. Il n'y a pas un journaliste qui a dit, tiens, c'est bizarre. En France, on a mis en place une commission officielle. Elle est passée où la commission? Je ne sais pas. Alors après, Macron, pour se rattraper, en août, mis en place une commission internationale avec le professeur Didier Pittet, que je connaissais un peu, qui est un très bon professeur d'hygiène au CHU de Genève. Donc, il a fait un rapport un peu mi-raisin, il n'a pas voulu trop se mouiller, il a fait Ponce Pilate, bon, puis il s'était enterré aussi. Mais voilà, ils enterrent des trucs. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Hein. On voit très bien ce qu'ils ont fait pendant tout ça. C'était la manipulation. Manipulation des foules à la télé, vous allez tous mourir. Manipulation des médecins en disant nous, on est la vraie science. Les autres, c'est des rigolos, ceux qui soignent. Manipulation du Conseil de l'ordre des médecins qui a radié quand même des médecins extraordinaires qui ont sauvé des milliers de vies. Ça me reste un peu en travers de la gorge, parce que ça, c'est honteux. Et après, on reviendra avec l'histoire du vaccin sur les suspendus, qui est encore plus honteux. Mais c'est tout ça, ça m'a sauté aux yeux de la première seconde. Ma fierté dans cette histoire, c'est que depuis mars 2020 jusqu'à maintenant, j'ai jamais changé de discours. Alors au début, c'était plus facile pour moi, parce que comme les télés ça faisait déjà une vingtaine d'années que je connaissais les journalistes de la télé, j'étais souvent invité, même au journal de 20h de TF1. Au début, j'étais invité sur toutes les télés, jusque fin août 2020, parce que là, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commencé à râler, à faire un communiqué officiel, il ne faut plus inviter Perron. Et après, c'est devenu maintenant l'ARCOM. Maintenant, j'ai plus le droit d'être invité sur les plateaux. Le dernier, d'ailleurs, plateau
qui m'a invité, la chaîne Une grosse amende. Hein. Donc, ça s'appelle la transparence, la démocratie. Si on invite une voix dissidente, on est pénalisé, y compris financièrement. Non, mais c'est affolant de voir ça. Si les gens voient pas ce qui se passe, c'est triste. Mais, Oui, donc on a le sentiment qu'ils ont empêché la médecine de s'exercer pour imposer un traitement unique. voilà. Alors, c'est d'autant plus paradoxal qu'en plus, ils déclarent une pandémie et ils vont imposer un vaccin en pleine période de pandémie. C'est contraire à toutes les règles de médecine. Alors, peut-être pas pour tous les virus, mais enfin pour ces virus-là qui mutent beaucoup, c'est pas très conseillé de vacciner. Surtout dans, voilà, quand même, j'étais président du comité des vaccinations en France plusieurs années. J'étais vice-président du comité des vaccins pour l'Europe à l'OMS pendant plusieurs années. Je n'ai jamais vu un vaccin sortir du chapeau en 3 mois. C'est minimum 10 ans pour déjà un vaccin classique. Mhm. Avec cette nouvelle technologie ARN messager qui sortait du chapeau, il aurait fallu au moins 15 ans peut-être pour Mhm. être sûr que ça marchait, que c'était pas dangereux. Surtout qu'on sait que l'ARN messager, même si les gens ne le croyaient pas, ça peut être transcrit à l'envers en ADN et que ça peut peut-être modifier notre génome. Quand je l'ai dit la première fois en 2000, je crois que je l'avais dit, ils ont commencé les campagnes, c'était en 2021, je crois, je ne sais plus trop les dates, ça passe vite. Enfin, avant qu'ils lancent les campagnes, j'avais fait une lettre publique en disant attention, vous jouez aux apprentis sorciers, parce que ça peut tout à fait, on a dans notre génome de quoi aller à l'envers de l'ARN vers l'ADN. Alors, les fact-checkers, les médias, certains experts s'en moquent de moi en disant Perroni délire, ça va toujours de l'ADN vers l'ARN. Ben non, il y a le virus du sida, mais il n'y a pas que. Mhm. Toutes nos cellules ont de quoi coder à l'envers. Bon. Et comment on a pu sortir. Et en plus, après, quand j'ai découvert a posteriori qu'ils avaient breveté le virus avant, qu'ils avaient breveté les vaccins avant le début de la pandémie, qu'ils avaient commandé des millions de fioles en verre pour mettre les vaccins avant le Oui. début de la pandémie, que je ne sais plus, c'était le directeur de Pfizer ou de Moderna, je ne sais plus, qu'en janvier, ça faisait même pas un mois que l'OMS avait déclaré la pandémie, il a dit déjà on a le candidat vaccin qui est tout prêt. Bon. Après, des soi-disant études randomisées, sérieuses, scientifiques, selon les canons de la science, arrivent Mhm. à la fin de l'année 2020. Alors déjà, on voit qu'au bout de très peu de temps, au début, il y avait vraiment un groupe vacciné, un groupe placebo, vacciné, inoculé, c'est pas un vaccin, mais contre un groupe placebo. Puis très rapidement, tous les gens qui avaient reçu le placebo ont bénéficié de l'injection du produit expérimental. Comme ça permettait de faire disparaître toute trace d'effets secondaires, parce que comme il y avait le même nombre dans les deux groupes, sinon ça aurait sauté aux yeux qu'il y avait un groupe qui avait plein d'effets secondaires et pas l'autre. Mais tout ça était planifié. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait avec d'autres études vaccinales avant. C'est pas du tout normal. Hein. Les essais vaccinaux, maintenant, même en général, ne sont plus faits selon les canons de la science. Hein. Alors, il y a des gens qui y croient parce que c'est publié dans le New England Journal of Medicine, le plus grand journal médical au monde, qui malheureusement publie beaucoup d'articles faux. C'est même son rédacteur en chef, plusieurs rédacteurs en chef qui l'avaient dit avant le Covid. Euh, Puisque c'est publié, c'est la vérité biblique, ça marche. Manque de chance pour eux, il y a une américaine qui travaillait pour une boîte de stats ou qui sous-traitait pour, je sais plus, je crois que c'était pour Pfizer, enfin des deux grands fabricants, pour mouliner les données, pour publier. Elle a eu le courage, hein, parce qu'un visage découvert, elle a mis son nom, elle a publié dans le British Medical Journal, qui est un grand journal médical international, qu'elle avait vu qu'ils avaient trafiqué des données dans les résultats des études. Elle l'a dit quand même. Hein. Alors les médias n'en ont pas parlé, que les études avaient été trafiquées. Moi, je l'ai dit publiquement à l'époque. Évidemment, tout ce que je disais, on disait c'est un charlatan, ne connaît rien au vaccin. Bon, mes détracteurs, c'est marrant, c'est dans leur CV, il n'y avait que dalle hein, sur le vaccin. D'ailleurs, entre parenthèses, depuis le début du Covid, là, je suis content parce que j'en suis déjà à 14 publications internationales. Alors, pas moi tout seul, avec d'autres co-auteurs, mais on n'a pas chômé parce qu'en 4 ans, on a publié 14 publications internationales dans des revues médicales à comité de lecture pour dénoncer pas mal de choses dans la pandémie. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de médecins de plateau qui ont un seul article publié sur le coronavirus. Hein. Voilà, donc c'est. Il y avait, et puis alors surtout, ce qui m'a énormément. Donc, normalement, ils n'avaient pas le droit de mettre sur le marché un produit expérimental. Parce
qu'on était en ce qu'on appelle en pharmacologie en phase 3, c'est-à-dire que c'est la phase où la population sert de cobaye. Enfin, normalement, quand on développe un médicament, c'est officiel, c'est accepté, mais les cobayes sont des... Alors si c'est un médicament, c'est des malades, si c'est un vaccin, c'est des personnes en bonne santé. Et on leur fait signer un consentement éclairé. Ben voilà, on est en phase d'évaluation du produit. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous l'injecte ou pas? Et puis, on va présenter un peu les données déjà publiées. Là, il y a eu zéro information des gens. Et le président de la République, les ministres disent à la télé, allez tout le monde, vaccination obligatoire, alors que c'était un produit expérimental. Oui. Alors déjà, ils auraient jamais dû avoir l'autorisation de mise sur le Oui, marché. alors justement à ce sujet, ça c'est très très important de Euh, préciser. Qu'est-ce qu'une AMM Alors AMM, conditionnelle? donc cette autorisation de mise sur le marché, c'est quand l'agence du médicament, ça peut être aux États-Unis, ça s'appelle la FDA, au niveau de l'Europe, c'est l'EMA, l'agence du médicament européenne, en France, c'est la NSM, va donner une autorisation. Alors normalement, il faut avoir fini totalement la phase 3, que tout ait été bien évalué. Je sais, moi j'ai beaucoup travaillé dans des groupes de travail à l'agence du médicament, même pour un simple antibiotique, s'il n'y a pas trois énormes études dans trois continents différents, sur plusieurs sites d'infection, c'est pas validé. Donc là, les études n'étaient pas terminées, on était en phase 3. Donc ils donnent, quand ils ne pouvaient pas, parce que ça n'aurait pas été... ils ont donné une AMM conditionnelle, c'est-à-dire qui est provisoire en attendant. Alors, ils auraient pu faire ça si il n'y avait eu aucun traitement efficace. Mais comme il y avait des traitements efficaces, hydroxychloroquine, après l'ivermectine, la vitamine D, etc., l'azithromycine, les antibiotiques, ils étaient foutus parce que s'ils avaient reconnu qu'il y avait un seul produit efficace, ils ne pouvaient plus avoir les mêmes conditionnels. Alors, j'ai jamais compris d'ailleurs comment ils ont fait la promotion du remdesivir qui ne marchait pas, mais là, il y avait des intérêts financiers majeurs probablement. Certainement. Mais donc déjà, ils n'avaient pas le droit d'avoir l'AMM. Or, toutes les agences, un jour, les directeurs de ces agences, ils rendront des comptes devant la justice, parce que c'était totalement interdit de, de donner une AMM conditionnelle, surtout quelquefois ultra rapide, en quelques jours, hop, ils avaient l'AMM. Après, l'autre chose encore plus grave, c'est l'obligation. Quand on a obligé des professions entières, euh, déjà même dans le milieu du spectacle, hein, après les soignants, après les militaires, les pompiers, les gendarmes, et pas les policiers, parce que les policiers disent, bon, on vous fait pas le vaccin, mais en échange, vous donnez bien de la matraque, vous êtes bien gentil avec les autorités. C'est quand même assez scandaleux. Hein. Euh, L'obligation, avec un produit expérimental, qui était toujours en phase d'évaluation, en phase 3 de pharmacologie, c'est totalement illégal. C'est contre tous les traités internationaux. La convention d'Oviedo, la convention d'Helsinki, le code de Nuremberg. Nuremberg, je vous rappelle, c'est les expérimentations des savants, des crapules médecins nazis sur des prisonniers dans les camps de concentration. Et là, dans le droit international, c'est assimilable à Nuremberg. C'est-à-dire que tous ces hommes politiques, tous ces experts, tous ces gens corrompus dans les agences de médicaments divers et variés, tous les directeurs de publication dans les médias qui ont soutenu ce scandale, un jour, ils seront tous, et ça j'en suis convaincu, convoqués devant des juges pour être jugés pour complicité de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas à tortiller, on ne peut pas sortir de là. Maintenant, quand on voit les millions de victimes dans le monde de ces produits, partout, sauf les pays qui ont eu la sagesse de ne pas vacciner, comme certains pays africains, asiatiques, tous les pays qui n'ont pas vacciné, pardon, inoculé, la mortalité monte en flèche. Et le jour, j'étais dans le Jura, j'ai rencontré un maire qui est maire depuis très longtemps. Il m'a dit, moi, j'en pleure tous les jours, j'ai jamais enterré autant de citoyens, même des jeunes. Quand on discute avec des pompes funèbres, j'ai discuté, c'est horrible, on enterre tout le temps des gens, on ne voyait pas ça avant. La flambée des cancers, les turbocancers qui flambent en quelques semaines, les, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, les thromboses, les embolies pulmonaires, c'est tous ces sportifs qui s'écroulent. J'en avais déjà référencé plus de 2000 et encore c'était ceux qui étaient référencés sur des bases de données. Il y en a probablement beaucoup plus. Les pilotes des compagnies aériennes, les navigants qui sont tombés comme des mouches parce qu'il y a la baisse de pression dans la cabine. Il y a quand même des avions qui ont été détournés parce que le pilote faisait un arrêt cardiaque dans le cockpit.
tout ça, il y a des témoignages, il y en a beaucoup. Il y a des pilotes aux États-Unis, en France, qui ont porté plainte. Pour l'instant, à chaque fois, c'est étouffé par les autorités, par les magistrats, mais c'est la réalité de terrain. Ce qui est très inquiétant maintenant, c'est la stérilité. Il y a des publications qui montrent chute du taux de spermatozoïdes chez les hommes. Les femmes perdent leurs règles. Il n'y a plus de bébés dans plein de pays qui ont inoculé massivement, au Québec, en France. Même Macron, alors c'est le pompier pyromane qui, il y a quelque temps, dit ah ouais, c'est inquiétant la chute de la fertilité en France. Il faut, comment il avait dit, il faut réarmer la. Je sais plus, il avait utilisé un terme, il voulait réarmer peut-être contre l'Ukraine, mais. Non, pardon, contre la Russie, c'est un lapsus. euh, voilà, même si c'est reconnu, même il y a tous ces effets secondaires étaient reconnus déjà il y a même par des journaux grand public. Euh, L'augmentation de mortalité, je me souviens d'un article du Parisien il y a 2 ans et demi qui commençait à dire tiens c'est curieux, pourquoi. Alors à chaque fois il dit oui oui ça effectivement c'est très étrange mais on ne sait pas d'où ça vient. Parce que on ne peut pas dire que c'est le Covid parce que pendant le Covid il n'y a pas eu de surmortalité. Quand il y a la première vague, deuxième vague, troisième vague, sauf malheureusement il faut leur rendre hommage, j'ai quelques personnes de plus de 85 ans, des gens qui avaient d'énormes facteurs de risque qui sont morts à ce moment-là. Mais sinon, le Covid n'a pas été dévastateur. Et les morts, ils sont depuis quand? Depuis qu'on fait les campagnes d'inoculation. Et puis la chute de la fertilité, chez la femme, ça commençait 9 mois, comme par hasard, après le début des campagnes. Bon. Et là, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont très embêtés. Il y a des pays qui ont l'honnêteté de publier ça. En Angleterre, l'Agence anglaise de santé publique, mais déjà depuis presque 3 ans, ils donnent les chiffres. On peut voir parmi ceux qui sont morts, qui étaient inoculés par le pseudo-vaccin ou pas. Et on voit que ceux qui ont été inoculés meurent beaucoup plus que les autres. Récemment, j'ai vu des chiffres anglais. Les enfants anglais vaccinés, inoculés, pardon, meurent plus que les non inoculés. J'avais dit ça à la télé française il y a 2 ans et demi. J'avais été immédiatement dans les 15 jours, c'était avant Noël, j'avais été convoqué par le Conseil de l'ordre. C'était avant que je passe à la chambre disciplinaire. Mais déjà, il m'avait convoqué pour me dire écoutez, arrêtez de parler des vaccins. Vous allez bientôt être à la retraite, donc mettez-la en veilleuse et passez une retraite tranquille. Moi, je dis mais c'est très bien parce que j'ai pas le droit de parler des vaccins. Parce que comme c'est pas des vaccins, je suis tout à fait libre d'en parler. Alors, ça leur a pas plu, mais. euh, et alors, nous, alors d'abord, c'est pas les premiers qu'on demandait, je crois que c'est Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, puis moi avec Xavier Azalbert et l'association Bon Sens. On a demandé au ministère de la Santé, donnez-nous les chiffres des morts, des inoculés, etc. Ils répondent, ah non, on n'a pas les données en France. C'est curieux, parce que quand ils ont besoin de données pour dire que leur truc, ça marche, ils ont toutes les données. Donc on insiste, comme ça faisait un peu bizarre de dire on n'a pas de données. Finissent par dire oui, oui, mais les données, on pourrait les avoir, mais c'est tout un travail. Et on n'a pas assez de fonctionnaires au ministère, ça prendrait trop de temps pour chercher tout ça. Alors on leur a dit, écoutez, c'est pas grave, on peut faire une petite cagnotte, faire un appel aux dons pour payer un ou deux chercheurs de très haut niveau qui va analyser votre base de données, si vous n'avez pas le temps de le faire. Après, ils n'ont plus jamais répondu. Ça s'appelle la transparence. Alors, quand on voit que quand Macron avait dit au tout début, là, en mars ou avril, je ne sais plus, 2020, nous sommes en guerre, il a fait un conseil de défense pour un virus innocent. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit était totalement opaque. Secret d'État pour 70 ans, vous vous rendez compte? Et un conseil scientifique où ils étaient tous aux ordres, certains étaient bourrés de conflits d'intérêts. Ils n'ont jamais fait de rapport public non plus. Et quand on voit le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, plusieurs années après, déjà, de temps en temps, il revient un peu dans les brancards, mais il n'osait pas trop. Mais quand il a quitté, quand Macron a dissous le conseil scientifique, c'était à l'été, pendant l'été, il a dit finalement, quand on regarde notre bilan, il a été nul, tout ce qu'on a fait, c'était pas approprié. On n'aurait jamais dû imposer des choses comme ça aux Français et les écouter. Le confinement a servi à rien. On n'a pas choisi le bon candidat vaccin, ça n'a pas marché. Donc c'est un peu mea culpa. Alors après, quelques mois après, dans une nouvelle interview, là, d'un seul coup, il redéfendait le confinement parce que
fallait bien quand même qu'ils disent non, on a fait un truc qui Oui. était efficace. Alors que, Mhm. non, mais vous vous rendez compte, le président, après il dit ah, ben, c'est pas de ma faute, hein. Vous savez, bon, on a alerté les autorités politiques en disant on n'était pas sûr, mais c'est eux qui endossent la responsabilité. Puis après, il y a Véran et les autres qui disent non, non, mais nous, on y connaissait, quoi que Véran, il est médecin, c'est un grand médecin, mais euh, on ne connaissait pas comment gérer une épidémie, les vaccins, donc on s'est appuyé sur des scientifiques. Donc, quand les scientifiques commencent à dire c'est pas nous, c'est les médecins commencent à dire c'est pas nous, c'est les scientifiques, là, on va avoir une épidémie de c'est pas nous. Là. Non, Et- si c'était pas aussi tragique, ça me ferait rire parce que c'est terrible ce qu'ils ont fait. Quoi. mais est-ce qu'il y a eu réellement des rapports du conseil scientifique établi? Non, j'ai jamais. Il y a peut-être de temps en temps ils ont fait un petit communiqué, ils apparaissaient Oui, à la télé, mais ils avaient dit au début que ce serait transparent, que oui, tout il serait devait y écrit. avoir des rapports. Et même dans le Haut Conseil de la Santé publique, j'ai présidé la commission maladies transmissibles pendant des années. En plus, c'était obligatoire par la loi Bertrand, après l'affaire du Mediator. Toutes les réunions devaient être enregistrées. Mhm. Des minutes étaient rédigées. Il y avait toujours un secrétaire c'était une boîte privée qui était embauchée par le ministère. Quand j'étais président de la commission, il était là, il notait tout ce qu'on racontait. Après, moi, je signais les minutes. Alors, tout n'était pas exhaustif parce qu'il n'avait pas le temps de tout. Mais les enregistrements étaient exhaustifs. Au début, ça nous embêtait un peu d'être tout le temps enregistré, tout le temps. Mais il nous a dit oui, mais c'est très important parce que si un jour il y a une crise sanitaire, et comme l'affaire du Mediator avait fait du bruit en France, c'est une nouvelle crise, au moins la population française pourra bénéficier de la transparence. N'importe quel citoyen pourra demander les enregistrements du Haut Conseil de la Santé publique ou de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence du médicament via la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Bon, finalement, je me suis dit, bon, c'est un peu embêtant d'être tout le temps filmé, enregistré et tout ça. On a moins de liberté de parole sur le coup, mais je me suis dit, bon, je l'ai accepté parce que je dis, effectivement, c'est une crise. Alors, quand la crise Covid est arrivée, connaissant le règlement intérieur, parce que c'est moi qui l'ai écrit avec d'autres collègues, alors on a demandé à la CADA où sont les enregistrements des avis du Haut Conseil de la Santé publique. Ah ben non, désolé, il n'y en a pas. Donc c'est illégal. En plus, j'ai vu les avis. Normalement, c'est que les membres du Haut Conseil qui doivent voter. Là, il y avait la moitié des gens qui rendaient l'avis qui n'étaient pas du Haut Conseil. La plaque avait des conflits d'intérêts majeurs. Il n'y a pas eu de vote. J'ai halluciné. Moi, j'ai fait respecter à la lettre pendant des années toute la charte, la gestion des conflits d'intérêts. À chaque séance, c'était écrit. Il y avait des votes. Et là, rien n'a été respecté, même pas d'enregistrement. Puis quand on a demandé des avis, ils étaient tout noircis, ils avaient caviardé. Alors il y en a un qu'on avait pu avoir sur le remdesivir après en clair. On savait déjà que Véran et tout ça, ils savaient depuis le début que le remdesivir, alors je savais déjà que c'était toxique pour le rein, parce qu'il y avait beaucoup de malades en rein artificiel. Mais je ne savais pas qu'ils savaient dès le début que c'était toxique pour le foie, parce que le laboratoire Gilead leur avait dit de façon confidentielle une toxicité hépatique, et ça avait été noirci pour... C'était la transparence. Hein. Et souvenez-vous, c'est Raoul qui l'avait révélé, comme il avait été invité au premier conseil scientifique à l'Elysée, quand il était arrivé, il y avait le PDG de Gilead qui était là, qui a mis sur la table devant tous les membres du conseil scientifique des boîtes de remdesivir en disant on a le traitement miracle, alors qu'il n'y avait pas eu d'études chez l'homme. Ça n'avait pas été évalué, c'était uniquement en perfusion intraveineuse. Ça coûtait, alors le traitement coûtait je crois que c'était 1000 euros la dose, donc ça devait faire 2000 euros, je ne sais plus le chiffre exact, des sommes astronomiques, alors que l'hydroxychloroquine, ça coûtait 3 euros. Et, c'est vraiment honteux, sans aucune étude. Et moi, j'ai vu des collègues, professeurs de médecine, à la télé, en mars 2020, avril 2020, faire de la pub pour le remdesivir en disant on a le traitement. Et c'est les mêmes qui, après, reprochaient à Raoult ou à moi de donner l'hydroxychloroquine, soi-disant parce qu'il n'y a pas d'études randomisées. Donc pour eux, ils n'avaient pas besoin d'études randomisées. Mais pour nous, c'était. Et puis quand on voit que le remdesivir n'était pas du tout un anti-infectieux, même s'il avait essayé sur Ebola, ça avait fait flop, c'est un produit fabriqué par l'industrie nucléaire. C'est un agent mutagène qui avait été essayé pour voir si ça pouvait protéger des gens irradiés accidentellement. Mais je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça leur est venu l'idée. Je ne sais pas, est-ce que c'était pour favoriser les mutations? Parce que ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que quand finalement le remdesivir, plus personne en prescrivait, parce que même les médecins
collabo, je dirais. Vous voyez bien que ça marchait pas, que c'était il y avait beaucoup d'effets secondaires graves. Ben Macron a offert tout notre stock gentiment à l'Inde. C'était sympa quand même, hein. Et c'est à ce moment-là où l'Inde a eu une explosion de mortalité quand ils ont imposé l'inoculation du pseudo-vaccin. Alors que depuis un an en Inde, il y avait pas de vaccin. Ils donnaient l'hydroxychloroquine, puis l'ivermectine, la vitamine D, tout ça, soit gratuitement, soit pour quelques roupies. Ça se passait très bien. Puis les 3 États qui ont voulu inoculer le vaccin, boum, pic de mortalité. Vietnam pareil depuis. En un an, ils avaient quelques dizaines de morts, alors qu'il y a plus de Vietnamiens que de Français, hein. Ils sont des dizaines de millions. Et chapeau, le Vietnam. Puis un jour, un médecin vietnamien que je connaissais pas, mais il m'avait trouvé mon mail. Il m'envoie un message en disant je suis inquiet, professeur, parce que notre ministre il revient du Forum économique mondial de Davos. Il veut imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. Et à ce moment-là, moi j'avais un copain français qui vivait à Saigon, qui m'envoie des vidéos, voit l'armée vietnamienne qui encercle des villages, vaccination de force. Et mon copain, ils ont commencé début juillet, c'était 2021. Il me dit, là, à Saigon, en quelques semaines, il y a 2 à 3 000 morts. Alors qu'il y avait eu quelques dizaines de morts sur tout le Vietnam avant la vaccination. Heureusement, le gouvernement vietnamien a réagi. Il a dit, bon, ça va pas, là, ils ont arrêté les frais, comme en Inde. En Afrique, il y a plein de pays qui n'ont pas vacciné, qui ont traité avec les plantes, avec l'hydroxychloroquine, l'artémisia, le Ratsevara, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre plante, ça marchait très bien. C'est pour ça que c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait 5 dirigeants africains qui aient disparu dans des conditions bizarres, accidentelles. Le président de la Tanzanie, il y en a eu plusieurs, et des ministres. En plus, moi j'étais en visioconférence avec le ministre de la Santé de Tanzanie 8 jours avant la disparition du président. Et alors, le ministre n'est pas resté tout le temps, c'était une réunion internationale. Il y avait des gens de tous les pays, c'était à la fois en français et en anglais. Alors, le chef de cabinet était resté. Et c'est lui qui avait pris un petit peu la direction de beaucoup de chefs d'État africains pour refuser l'inoculation. Si on n'en a pas besoin, hein. Ils étaient sages, les Africains. Et ça n'a pas plu à d'autres. C'est comme ça, hein. Et quelles peuvent être les conséquences sur l'immunité naturelle de tous ces produits qui ont été injectés? Est-ce que en plus il peut y avoir un effet d'immunité Alors, enfin, ces soi-disant vaccins inoculés, on voit qu'il y a eu beaucoup de morts aiguës à court terme. Après, des morts à moyen terme quand c'est, par exemple, les cancers. Après, on sait, bon, moi j'ai participé à des publications là-dessus, mais il y en a d'autres. Euh, Ce vaccin transforme nos cellules en usines à fabriquer la protéine de pointe du virus, qui s'appelle la protéine spike en anglais. Et alors, quand on en fabrique des kilos, non, habituellement, au début, ils avaient dit, bon, le vaccin, il va juste agir au point d'injection, puis au bout de 3 jours, il n'y en aura plus, et puis voilà. En fait, il y a des gens qui continuent à fabriquer des tonnes de protéines spike après des semaines, des mois, et on a retrouvé le virus, pas le virus, pardon, l'ARN messager du vaccin très longtemps après, chez certaines, pas chez tout le monde, il y en a qui finissent par éliminer. Donc parmi eux, bon, on sait maintenant qu'il y a une flambée de maladies auto-immunes dans le monde, qu'il y a une flambée de diverses maladies bizarres, de maladies dégénératives. Là, on décrit maintenant des Alzheimer foudroyants après la vaccination. Euh, Tout ça est assez inquiétant. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours publié parce que souvent les journaux refusent ce genre de publication. Faut bien connaître la censure dans les journaux médicaux. Moi, je l'ai vécu avec Lyme pendant des années. Il y avait des représentants de la Société américaine de maladies infectieuses qui représentait le CDC d'Atlanta, le Centre de surveillance des maladies, qui lui-même est un institut militaire, pour contrôler toutes les publications sur Lyme, pour qu'il n'y ait jamais de publication qui sorte pour mettre en jeu pour challenger le discours officiel. Ben là, c'est pareil. Sur le Covid, c'était très très dur de publier dans des grands journaux. Alors, moi, avec quelques collègues, on a réussi à publier une lettre dans le New England Journal of Medicine, qui est le plus grand journal, parce qu'on répondait à l'étude Recovery qui avait tué des gens. Quand même. Donc là, ils ont quand même accepté de publier notre lettre. Le British, il y a quelques grands journaux qui ont accepté des courriers de réponse. Mais si vous faites une grande étude pour publier, c'est refusé partout.
Euh, on a repris les données de Raoult à Marseille sur ces 30 000 malades. C'est comme il avait été attaqué, il a dû retirer sa publication, après il l'a publié. Mais Raoult avait dit, voilà, toutes mes données, je les mets en libre accès sur un site, n'importe qui peut les analyser, si vous n'êtes pas d'accord. Ben, donc nous on l'a fait, on l'avait prévenu, parce que pour ne pas faire ça dans son dos, il était très content qu'on le fasse. On a réanalysé toutes ces données, on a pu démontrer que l'hydroxychloroquine marchait bien, on a même trouvé des résultats encore meilleurs que ce qu'il avait dit. Et on a analysé l'impact de la pseudo-vaccination Covid sur l'accord de Marseille. Et là, on a pu montrer que ce soi-disant vaccin était délétère, qu'il n'était pas efficace et qu'il avait augmenté les formes graves et la mortalité. Donc on a fait 2 gros articles publiés. On va dire, bon, c'est pas un très grand journal, c'est vrai, mais c'est impossible de publier ça dans un grand journal. Ils sont sous contrôle, notamment l'industrie pharmaceutique, hein. C'est même les rédacteurs en chef de ces journaux qui l'ont dit, c'est pas moi. C'est pas du complotisme de dire ça. Donc voilà, on est. Alors malheureusement, ils disent, bah, ouais, regardez, Perron ou machin, ils ne publient pas dans un très grand journal. Ben, on n'a pas le choix. Sinon, on ne publie pas du tout, ce qui les arrange. Mhm. Bien. Euh, Après ce que nous venons de connaître avec ces dérives sanitaires donc du Covid-19, ça nous amène à nous pencher sur l'actualité en termes d'Organisation mondiale de la santé. Nous constatons déjà que l'OMS est sous contrôle d'intérêts privés par le biais d'une multitude d'officines. Dans ces conditions, que pensez-vous de la volonté de l'OMS de centraliser le pouvoir sur la santé sous prétexte de contrôler les pandémies ou les attaques d'armes biologiques? Alors en fait, quand on regarde, parce qu'il y a eu la fameuse histoire de la grippe espagnole, parce qu'avant les pandémies, il y avait la peste noire qui était très dangereuse, mais sinon, Mhm. dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des épidémies de choléra, mais qui étaient assez localisées. Il n'y a jamais eu de grande pandémie mondiale comme ça. La grippe espagnole, on ne sait pas trop pourquoi elle a atterri maintenant. Pour ça, je n'ai pas vérifié. Des gens commencent à se poser des questions. Il y avait des essais aux États-Unis à ce moment-là. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais maintenant, avec le recul, je commence à me poser des questions. Mhm. Puis dans les autres grandes pandémies grippales qui ont quelquefois fait beaucoup de morts, quand on regarde avec le recul, elles n'étaient pas si dangereuses que ça. Et maintenant, on va nous faire croire qu'on va tout le temps être en pandémie. Alors, vous voyez, hein, la, ne serait-ce que, bon, ils ont vu que leur coronavirus, la SARS-CoV-2, Covid-19, ça fait un peu flop. Tedros, le directeur de l'OMS, tout le temps, attention, mais l'année prochaine, vous allez avoir Marbourg, vous allez avoir Ebola, les fièvres hémorragiques. Maintenant, attention, les tiques dans le sud de la France ont la fièvre hémorragique, Crimée-Congo. Mais Marbourg, Ebola, ça tue tellement vite que ça ne peut jamais donner une pandémie parce qu'il suffit d'isoler le patient. Malheureusement, il est incapable de se lever, il n'y a pas de forme asymptomatique. C'est triste pour les patients qui vont mourir. Il y en a quand même qui s'en sortent naturellement, mais c'est impossible. Donc, quand le directeur de l'OMS, visiblement, il ne connaît rien au virus, il est capable de dire qu'on va faire une pandémie à Marbourg, Ebola. C'est juste pour faire peur. C'est des virus dangereux. Mais, après, qu'est-ce qui nous a sorti avec Bill Gates qui a dit qu'il va y avoir un nouvel entérovirus qui va, euh, qui va tuer tous les enfants. Bon, je l'attends toujours. Il y a eu la variole du singe qui était un flop. Il y a eu quelques centaines de malades dans le monde, puis il y a comme quelques morts, mais enfin, c'était pas grand-chose à l'échelle de la planète. À chaque fois, ils essaient de nous en sortir un nouveau pour nous faire peur. Donc maintenant, ils achètent des doses du virus grippal aviaire H5N8. Et alors, Tedros, il me fait beaucoup rire parce que dans son projet de traiter pandémie, il a le virus X. Attention, le virus X, c'est le plus dangereux. Donc là, il a une petite mallette sur son bureau, il a le virus X tout près. Alors, on ne sait pas quelle va. C'est comme la pochette surprise, hein, voilà. Mais il faut faire vivre la population mondiale dans la peur permanente. Alors, dans le projet de traité de pandémie, on va parler comment ça s'est passé au vote et tout ça. C'était un peu honteux. Euh, le, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Enfin, le vote, oui, c'est ça, c'est toujours vivre pandémie, c'est écrit en toutes lettres que la population mondiale sera tout le temps en phase de pandémie ou d'interpandémie. Qu'on n'aura pas de phase de répit en disant tiens, on vit comme avant, on va regarder les fleurs, les petites abeilles, on va aller sur la plage et puis retourner au travail tranquillement. Là, tout le temps, la télé va vous dire attention, là, il y a un répit sur la dernière pandémie, et préparez-vous, il y en a une autre qui arrive. Et On a affaire à un devin, quoi. Mais non, mais c'est les nazis qui ont utilisé cette technique de manipulation des esprits. C'était appris par la CIA dans les programmes MK Ultra. C'est des techniques de manipulation des masses.
qui sont horribles. Alors, effectivement, l'OMS, moi j'ai bien connu, j'ai travaillé plusieurs années. Au départ, c'était les États membres qui finançaient après la Deuxième Guerre mondiale. Puis comme il manquait d'argent, parce ils faisaient plein de choses tout à fait bien à l'époque, les programmes de santé publique dans le monde, ils n'avaient pas assez d'argent, donc l'industrie pharmaceutique les a aidés, ce qui pouvait être très bien pour des études ou des choses particulières. Mais après, depuis une vingtaine d'années, c'est trop, parce que l'industrie pharmaceutique envahi les financements et surtout la fondation Bill et Melinda Gates. Quand on additionne la fondation Bill Gates plus Gavi, qui est l'Alliance mondiale sur les vaccins, c'est le premier fournisseur financier. Euh, donc c'est plus du tout indépendant. Moi j'ai vu dans les assemblées générales à Genève comment tous les représentants de l'industrie pharmaceutique étaient dans les réunions de l'OMS sur la vaccination, que les représentants de Bill Gates étaient de plus en plus nombreux. Et Tedros, c'était un proche de Bill Gates en Afrique. Hein. Puis il avait un passé un peu bizarre quand même. Hein. Quand je dis bizarre, c'est gentil, mais enfin bon. Euh, donc l'OMS est totalement contrôlée. Et ce qui vaudrait, les gens qui veulent mettre en place ce nouvel ordre mondial, c'est que Tedros, tout seul dans son bureau, puisse, comme je disais, déclarer une pandémie sans qu'il y ait zéro mort. Et du jour au lendemain, si le traité est adopté, il serait au-dessus des États, au-dessus des parlements, pour dire, bah, il y a un virus bizarre qu'on a observé là en Allemagne, donc on ferme toutes les frontières, on confine la population française, et puis on vous oblige à, comme par hasard, il y aura un fabricant de produits qui dira, bah tiens, on a justement le traitement miracle ou le vaccin miracle pour ce virus, et puis Tedros tout seul pourra imposer que l'administration soit obligatoire. Et le président de la République française dira, ben moi c'est pas de ma faute, c'est l'OMS, ils sont au-dessus de nous, maintenant on peut le Parlement n'aura plus rien à dire. Bon, heureusement, beaucoup d'États, quand il y avait ce projet, ça fait déjà plus d'un an, ils avaient essayé de le faire passer, mais il fallait une majorité importante à l'OMS. Je crois qu'ils avaient changé le mode de scrutin pour que ça devienne à la majorité simple. Et ça devait passer la fin mai, le dernier jour de la réunion de l'Assemblée mondiale de l'OMS, c'était le 1er juin 2024. Alors, on était assez inquiets, mais heureusement, j'avais fait même un appel dans une vidéo pour appeler les Français à se mobiliser, que c'était très dangereux pour notre démocratie, qui n'est déjà plus une démocratie malheureusement. Euh, et ce qui m'avait rassuré, c'est que dans les semaines qui ont précédé, il y a eu une levée de boucliers. D'abord aux États-Unis, moi qui avais été invité au Sénat américain pour parler de la situation en France et de la fraude dans les publications, euh, j'avais reçu, juste un peu de temps avant le vote à l'OMS, le Sénat américain m'avait envoyé une copie d'une lettre que tous les sénateurs républicains avaient envoyée à Joe Biden en disant, Monsieur le Président, arrêtez les frais avec l'OMS. En Angleterre, il y a eu une levée de boucliers de parlementaires. Dans les pays de l'Est, de l'Europe, tout ça était très salutaire. Et du coup, Tedros a vu qu'il ne passerait pas en force. Donc, comme la réunion durait 4 jours, il a laissé passer les 3 premiers jours. Le quatrième, le soir, quand tous les délégués du monde entier quittaient l'OMS pour aller reprendre leur avion pour rentrer, il avait gardé un petit groupe de fidèles dans la salle. Et puis à 3 heures du matin, il a sorti du chapeau des textes qu'il n'avait jamais montrés à personne, qui étaient des amendements au règlement sanitaire international, qui étaient visiblement tout prêts avant, parce que ça c'était prévu, hein, le coup. Et beaucoup de ces amendements reprennent toute une partie du traité pandémique qui n'a pas pu être adopté. Et là, d'un seul coup, sans aucun vote, il a dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Très bien adopté. Hop. Macron avait fait pareil avec l'article 4, projet sur les dérives sectaires. L'Assemblée nationale a voté non dans la journée. Ils ont laissé les députés prendre le train, l'avion pour rentrer chez eux. Et le soir, ils ont appelé tous les macronistes, leurs complices, à l'Assemblée. Et ils ont revoté dans la nuit une version un peu modifiée. Donc c'est une technique absolument, je dirais, dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, je suis désolé pour le mot, mais c'est se foutre de la gueule des peuples de faire ça. Alors, heureusement, cette décision prise à la va-vite doit quand même être entérinée par les États. Enfin, je l'espère, parce que sinon, ça... Déjà, Tedros, normalement, il faut 18 mois pour l'entériner. Là, il a déjà raconté des cracks en disant qu'il fallait que ce soit fait dans les 10 mois. C'est pas la réalité. Voilà, donc, ce truc,
je suis pas sûr qu'ils y arrivent à passer en force comme ça, parce que ça, finalement, comme ils vont toujours trop loin, ils abusent tout le temps, ils tirent sur la corde avec des choses totalement illégales. De plus en plus de gens, soit des simples citoyens, soit même des politiciens, qui ont peut-être accepté d'être manipulés pendant des années, commencent à se révolter. Et ça, c'est mon espoir que les gens un jour disent stop, on n'en peut plus de ces manipulations. Bon, on voit bien quand même qu'ils sont capables d'aller au-delà même de tout ce qui est réglementation ou loi, puisque avec l'affaire Covid-19, ils ont quand même franchi des étapes terribles. Ce qui m'a vraiment inquiété dans toutes ces affaires Covid, c'est que beaucoup de lois étaient illégales. Quand on regardait les textes, on discutait avec des juristes, on a même quelquefois porté plainte auprès d'instances officielles. Et à chaque fois, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a validé. Mm. Là, Macron décide d'élections législatives, c'est totalement illégal parce qu'il ne peut pas faire ça en urgence. Il y a des délais avant d'annoncer une élection, il y a des délais minimums entre deux tours d'élection. Là, il n'y a même pas 8 jours entre les deux tours. Il veut faire ça à la va-vite avant les Jeux Olympiques. Il a encore dans la tête maintenant d'autres changements politiques qui vont contre nos libertés et personne ne moufte. Moi, je connais des juristes qui ont porté plainte là, auprès du Conseil d'État. Alors, on écoute leurs plaintes, mais pour l'instant, je n'ai pas vu que c'était annulé. Euh, et ça, c'est très inquiétant. Moi, je remercie tous ces milliardaires qui ont voulu nous rendre esclaves. C'est qu'ils ont éveillé les peuples. Parce que moi, je pensais vraiment encore vivre en démocratie avant le Covid. Bon, je voyais bien qu'il y avait de temps en temps des irrégularités. Mais on disait, bon, c'est pas pire en France qu'ailleurs. Euh, mais là, honnêtement, on voit qu'il y a tout un plan machiavélique pour nous dominer, nous contrôler. Et puis tout ce qu'ils vont mettre en place de reconnaissance faciale, tout ça pour les Jeux Olympiques, c'est des essais, puis ça va rester après. Comme beaucoup de choses qu'ils ont. Parce qu'on nous prend pour des cobayes. Ils ont essayé sur les territoires d'outre-mer des trucs qu'ils ont imposés en métropole. Après, j'avais vu que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, euh, puis là, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aussi, c'est un peu louche. Hein. Il y avait un référendum, ça c'était fini, hop, on remet de l'huile sur le feu. Il y a des lobbies derrière qui sont intéressés par la Nouvelle-Calédonie. Hein. Je crois que ces lobbies, malheureusement, c'est pas du tout les Kanaks qui les intéressent. Hein. Ils manipulent des Kanaks pour. On l'a vu dans d'autres situations. C'est la technique habituelle, de toute façon. Donc, L'infiltration. même les Kanaks de Nouvelle-Calédonie qui sont un peu éclairés, ils sont écœurés parce qu'on sait très bien d'où ça vient pas de nous. Hein, voilà, donc c'est, je crois que c'est un moment d'éveil important de l'humanité. C'est pour ça que je suis assez optimiste parce qu'il faut tomber au fond du trou pour rebondir. Et que ce nouvel ordre mondial, ils ne vont jamais arriver à le mettre en place parce que chaque grande puissance serait d'accord, mais si c'était elle qui dominait. Et comme ils commencent à tous se taper dessus, les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, aucun va accepter qu'il y en ait un qui domine. Donc, quand je disais ça il y a quelques années, on me disait non, mais tu rigoles, maintenant c'est fini, l'Amérique domine le monde. C'est pas évident. Puis quand on voit maintenant que les BRICS font leur propre monnaie, ils ont été ralliés par les BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite avec son pétrole qui a rallié les BRICS. La Turquie fait une demande pour rentrer. Il y a plein de pays. Et je crois que c'est en octobre, ils créent leur nouvelle monnaie commune. Euh, donc là, c'est sûr que les rapports de force dans le monde, aussi bien du point de vue économique, militaire, financier, sont en train de basculer. C'est pour ça qu'ils veulent tous aller faire la guerre contre la Russie, pour essayer de faire, parce qu'ils sentent qu'ils sont en situation de dégringolade et c'est un peu le. J'espère qu'il n'y aura pas un fou pour appuyer sur le bouton nucléaire, c'est la seule chose. Bon, on voit bien que l'Europe est en train de pousser aussi dans le sens du nouvel ordre mondial et va dans le sens de l'OMS également. Donc ça donne du poids à l'OMS. Il va falloir que les États membres réagissent en affirmant la nécessité de garder leur souveraineté. Moi, ce qui me fait plaisir, même si c'est encore minoritaire, il y a quand même un petit groupe de députés européens, d'Allemagne, de Roumanie, de plusieurs pays de l'ex-Yougoslavie, de Hollande aussi, même en France, il y a Virginie Joron. Oui, la Slovaquie, je pense qui commence à ruer dans les brancards et à résister dur et à ne plus se soumettre comme ça à ce diktat européen. Parce que moi aussi, il
il y a quelques années, j'étais encore à fond pour l'Europe. L'Europe, c'est super, tous les pays se mettent ensemble, on a un bel espace économique de paix, de prospérité. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça a été manipulé pour nous ponctionner, nous créer des dettes artificielles. Parce que la dette, c'est totalement artificiel, hein. C'est un racket organisé par les milliardaires sur les États. C'est un vaste sujet. La décentralisation, ils ont envoyé toutes nos usines en Chine. Maintenant, ils s'en mordent un peu les doigts parce que je pense qu'ils pensaient contrôler la Chine, mais ils ne connaissent pas bien les Chinois. Donc, ils ont tout détruit, le tissu économique européen. Euh, et puis surtout, là, ils cherchent à détruire totalement l'agriculture. C'est tout ça parce qu'il y en a qui attendent pour nous imposer une agriculture chimique avec des OGM. Euh, Quand on sait que aux États-Unis, Bill Gates est un des plus gros propriétaires terriens, quand on sait que les Américains commencent à s'approprier, je ne sais pas si le chiffre est exact, je n'ai pas vérifié, j'ai même lu jusqu'à 30% des terres arables en Ukraine. Ils aimeraient bien s'approprier la Beauce, la Brie, et tout ça, et tout en de l'agriculture chimique. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire les petits paysans français. Alors l'agriculture française, elle est riche justement par cette agriculture à petite échelle qui respecte la nature. Et ça, ils veulent plus de ça. Donc heureusement, on a vu au salon de l'agriculture que notre président il courait vite parce que quand il a des agriculteurs aux fesses, il court vite. Et non, mais ça montre que le peuple commence à être ulcéré. Et malheureusement, la manifestation des tracteurs, je pensais peut-être ça allait faire bouger un peu les choses, puis ils ont réussi à casser ça encore, quand ils ont cassé beaucoup de Par mouvements. les syndicats qui manipulent derrière. Bah oui, mais les syndicats, malheureusement, Ils sont politisés. Hein. et puis oui, oui, ils sont. Et puis il y a pas tous, mais je sais qu'il y a des leaders syndicaux qui sont corrompus. Ça. Même c'est les syndicalistes eux-mêmes qui me l'ont dit, hein, dans les syndicats hospitaliers. Donc, malheureusement, mais le peuple, surtout, il souffre actuellement. Bah, l'autre jour, j'ai rien demandé, mais j'ai reçu ma facture de gaz. Cher client, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre abonnement au gaz augmente de 22% et que votre mètre cube augmente de 12%. Moi, je suis très... Mais moi, encore, bon, j'ai encore les moyens, même si je n'ai jamais fait de privé dans ma carrière. Bon, je peux encore me payer une augmentation de gaz, mais les petits Français qui sont déjà pris à la gorge, qui veulent changer de voiture. Maintenant, les voitures thermiques, on met 5 000 euros de taxes supplémentaires sur l'achat de la voiture. On leur augmente leur gaz, on leur augmente tout. Même l'autre jour, un chou-fleur sur le marché à presque à 10 euros. Non, mais on est il y a une inflation terrible. Et les Français trinquent. Et les pauvres petits agriculteurs, ils sont pris à la gorge avec les emprunts, les trucs. Et pendant ce temps-là, il y en a là-haut qui sourient, qui se font la fête. Et ça va pas durer éternellement. Quand je voyage beaucoup en France, les Français en ont vraiment ras la casquette. Hein. Et on a réussi à maintenir les couvercles un peu partout, à la répression. Mais même chez les policiers, bah, maintenant, de plus en plus dans la rue, il y a des policiers qui me reconnaissent. Une fois, il y avait un cordon de police. Quand ils m'ont vu arriver, ils sont mis au garde à vous. Ils m'ont dit respect. Des gens de la police ferroviaire aussi. Ah, bravo pour ce que vous faites, on est à fond pour vous. Nous, on n'a pas fait notre boulot pour taper sur les gens, on est là pour les protéger. Et donc, je sais qu'il y a des Il y a une fractures. prise de conscience. Ah oui, mais ça, au début, bah, ils appliquaient bêtement ce qu'on leur Mm. disait de faire. Ils pensaient que les Français étaient inconscients, qu'il y avait un virus qui allait tuer tout le monde. On les a tellement manipulés qu'ils ont gobé tout ça. Et là, j'espère, bah, comme ils sont en train de nous sortir, nous préparer d'autres virus, j'espère que quelquefois, les gens qui ont été moutons, ils sont moutons toute leur vie, que quand même cette fois-ci ils vont se réveiller plus tôt si on veut leur réimposer les mêmes mesures débiles, parce qu'ils vont essayer de le faire. Hein. Alors, si c'est pas le virus, ben, il y a le réchauffement climatique. Alors, il y a un petit réchauffement climatique, mais tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec l'activité humaine, c'est un changement d'axe de la Terre, que la CIA décrit, pas la CIA, pardon, la NASA a décrit ça il y a très longtemps, Très longtemps déjà. qu'on veut mettre ça sur le dos des terriens. Puis d'ailleurs, c'était le directeur de CNN qui s'était fait piéger parce il avait rencontré un petit copain, puis ils avaient une relation assez brève, et l'autre l'avait filmé pendant qu'il parlait en privé. Il avait dit, tu vas voir, on va les faire paniquer, on va leur montrer un ours sur un glaçon qu'ils font, on obtiendra de ce qu'on veut en leur faisant peur. Puis là, l'été dernier, on devait avoir un impôt sécheresse, qu'on n'avait plus d'eau.
Là, j'étais dans le Jura pour une réunion l'autre jour, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Partout en France, il pleut sans arrêt. Donc, on nous prend vraiment pour des andouilles, hein. Puis après, il y a l'histoire de terrorisme, de guerre. De toute façon, ils vont toujours entretenir de la peur pour essayer de Ouais. contrôler. Une ambiance anxiogène. Ouais. Bon, ils ont tous lu Machiavel, hein. Bah oui, c'est ça, C'est ça, oui. C'est une bonne formation pour contrôler les peuples. tout à fait. Ouais. Euh, Professeur, on a un autre sujet préoccupant, bon, entre autres parce que bon, vous venez d'évoquer un petit peu tout l'éventail, mais ça prendra énormément de temps encore. Celui de la manipulation génétique envisagée dans les différents programmes européens, avec le concours de nombre d'universités, dont on peut supposer qu'elles sont aussi alimentées financièrement par ces mêmes officines privées qui agissent derrière l'OMS. C'est ça, c'est qu'on voit réapparaître l'eugénisme qui avait été lancé par les nazis quand même, hein, de améliorer soi-disant les gènes, éliminer ceux qui n'ont pas les bons gènes. Alors on élimine les juifs, on élimine les handicapés, on élimine les trisomiques, on élimine... et ça fait peur parce que quand on voit déjà qu'ils ont autorisé l'interruption de grossesse jusqu'à 9 mois, donc le bébé il est tout à fait viable, c'est un bébé, c'est plus un fœtus, il va naître, et puis si sa mère a un coup de blues, elle peut dire ben non, finalement je veux pas du bébé. Alors avant, il y avait des religieuses qui confiaient le bébé à une famille qui était en attente pour l'adoption. Non, maintenant, l'industrie pharmaceutique, et surtout vous ne le mettez pas dans le formol, vous ne le congelez pas, on le veut frais sur de la glace pour prélever les organes. Non mais c'est dans quelle société on est tombé, quoi. Je veux C'est dire, monstrueux. c'est monstrueux. Et bon, qu'il y ait de l'avortement sur des fœtus les premières semaines, voire les premiers mois, si la vie de la mère ou de l'enfant est en danger, je peux l'accepter. Mais que ce soit banalisé à ce point, c'est criminel, quoi. Et voilà, donc on a une société qui déraille complètement, contrôle des gènes, contrôle de... Puis on a des grands médecins transhumanistes qu'on voit à la télé pour dire que... Il y en a, ils pensent qu'il va être immortel, là, bon, et on lui a demandé est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit oui, j'y crois parce qu'on est en train de le créer. Et il est invité sur tous les plateaux de télé. C'est quand même affolant de voir entre les mains de qui l'humanité est tombée. On a oublié l'amour, on a oublié je sais pas, la beauté de la nature, on a oublié les relations humaines sympas, la musique. Il faut tout le temps faire peur, tout le temps faire peur, contrôle, contrôle. C'est pour ça que je pense que ça va péter. Ça. Quand on met trop de pression sur une cocotte minute, ça fait boum. C'est vrai que c'est la première fois, en fait, que dans l'histoire de l'humanité, on peut, par tout ce qui s'est passé, avoir une connaissance de la monstruosité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça, c'est une monstruosité qui appartient à une minorité Tout à qui veut fait. diriger tout. Mais ça a constitué une grande partie d'éveil pour les gens qui s'intéressent à la liberté et au respect de l'humain, du cycle biologique. Et... En plus, le plus terrible, c'est que tous ces gens qui veulent le nouvel ordre mondial, qui ont planifié ça depuis 50 ans, voire depuis peut-être plus pour certains, ils s'en cachent pas. Attali l'a dit, ils auront tous seul à l'abattoir en souriant. Klaus Schwab a dit, de toute façon, ils n'auront rien, mais ils seront heureux. C'est hallucinant parce que euh, ils ne se cachent pas de ce qu'ils vont faire. Ils ne s'en sont jamais cachés, ils sont prévenus. Et d'ailleurs, c'est une façon de manipulation des cerveaux. Le fait de l'avoir dit, ça finit par être accepté parce que les gens disent, bah oui, c'était déjà prévu. Donc ça devait obligatoirement se produire. Et moi, quand j'ai été là au Sénat américain, donc moi j'étais le seul Français à pouvoir parler, donc il y avait des gens un peu pas mal de pays. Il y avait un universitaire belge qui parlait justement des techniques de manipulation. À ma gauche était assis un professeur de ciné, un Australien, qui expliquait toutes les techniques de manipulation de masse, comment c'était mis en œuvre aujourd'hui partout dans le monde. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est que la même décision de santé publique pouvait être prise à Paris, à Vienne, à Sydney, en Suède, en Amérique du Sud, avec les cabinets de conseil. McKinsey, c'est pas le seul, c'est le principal, mais il y en a d'autres. Il y a Boston BCG, la Boston Consulting Group, et puis d'autres. Et surtout que quand j'ai découvert que ces cabinets de conseil étaient infiltrés dans nos ministères,
que Macron leur donnait des milliards. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Sénat. Donc c'est officiel, hein, qui touche énormément d'argent. Et je pense que quand je présidais la commission, d'abord j'étais président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ça fait pas mal d'années. On a supprimé ce conseil pour le transformer en Haut Conseil de la santé publique. Mais la différence, c'est qu'avant, on travaillait dans le ministère avec la Direction générale de la santé. Il y avait plein de médecins de santé publique super compétents avec qui on travaillait. On a fait un travail fantastique parce qu'on était la main dans la main pour conseiller le gouvernement, faire des groupes de travail qui tenaient la route. Et après, sous prétexte de fallait écarter les conseillers du ministère parce que c'était un éventuel conflit d'intérêts. On nous a envoyés à Montparnasse dans des locaux sans fenêtre, loin de tout, en supprimant tout secrétaire. Il ne restait plus qu'une secrétaire et un médecin de santé publique. Et on n'était plus du tout aidés, en nous demandant de plus en plus de travail. C'était un peu pour nous épuiser loin du... On n'avait plus le droit d'avoir des contacts directs avec le ministère. Et je n'avais pas réalisé à ce moment-là que c'est là qu'ils ont fait rentrer par les fenêtres du ministère plein de conseillers privés. En fait, je pense que quand on nous a transformé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France au Conseil de la santé publique, que j'ai quand même présidé ces deux instances, sur les deux, ça a fait une quinzaine d'années de présidence, donc j'ai vu avant, après. J'ai pas toujours tout vu sur le moment, parce qu'on est pris le nez dans le guidon. Maintenant, je me dis, c'était planifié depuis longtemps. Il fallait virer les experts compétents, les éloigner du ministère et faire rentrer des gens du privé qui avaient déjà rédigé tous les rapports euh, avant. Parce que aussi, j'ai vu ça à l'hôpital, quand avec la loi ignoble Sarkozy-Bachelot, la loi hôpital, santé, patient, territoire, on a dit aux médecins, vous n'êtes pas compétents pour faire la médecine. On est tombé sous l'ordre des directeurs d'hôpitaux. Avant, c'était un pouvoir partagé, quoi. Maintenant, les médecins, on s'en fout, on n'a même plus leur avis. Et moi, j'ai vu, alors ils embauchaient plus de médecins, ça coûte trop cher, plus d'infirmières, ça coûte trop cher. Avec un petit milliard, on peut en payer pendant 50 ans, mais on peut donner des milliards au cabinet de conseil, des milliards aux médias, des milliards à l'Ukraine, des milliards à tout, sauf aux hôpitaux. Et les seuls qu'ils ont embauchés les dernières années où j'étais chef de service, c'était des contrôleurs de gestion, contrôleurs de contrôleurs, administratifs qui sortaient de l'école de Rennes, que l'école des directeurs d'hôpitaux, des gens qui sortaient de Sciences Po, qui avaient 25 ans, et ils nous apprenaient la vie. Ils arrivaient aux réunions avec des rapports déjà écrits. Ils sortaient d'où ces rapports? Bon, sur le coup, j'ai pas tout vu, hein, mais maintenant, tout ça me saute aux yeux. C'est que, et ça, c'est pas qu'en France. C'est dans tous les pays, c'était fait de façon parallèle. C'est pour ça qu'il faut remercier les pays comme les pays africains qui ont résisté. Alors en Amérique du Sud, c'est un peu à boire et à manger, c'est très hétérogène selon le pays, mais en Asie aussi, il y a des pays qui ont bien résisté. En Europe de l'Est, maintenant, il y en a qui résistent de plus en plus. Et c'est important qu'il y ait cette résistance maintenant dans les pays pour arrêter ce système diabolique international qui est là pour nous mettre sous contrôle, quoi, pour nous... Eh bien, j'espère que le travail que vous faites, de par votre expérience et par votre démarche d'éveiller un peu le monde, va porter ses fruits parce qu'on en a besoin. Je suis optimiste que je vois quand même si c'est encore minoritaire, de plus en plus de gens éveillés. Je passe mon temps à faire un tour de France, je discute avec les gens. Il y avait des sujets qu'on ne pouvait pas aborder il y a 2 ans. Les gens disaient heureusement que le gouvernement est là pour nous sauver. Et maintenant, ils voient des morts autour d'eux. Même eux qui ont subi des injections voient quelquefois leur état de santé se dégrader à toute allure. Ils commencent à comprendre ce qui s'est passé. La manipulation. Donc ils ne sont pas encore tous éveillés. Mais il faut bien voir dans les crises, ça va toujours des moutons vers les éveillés, le flux, jamais dans l'autre sens. Quelqu'un qui est éveillé ne devient pas mouton. Alors, même si le flux est lent, il est en train de s'accélérer. Et donc j'espère qu'on va être de plus en plus d'éveillés en France, en Europe et puis sur les autres continents. Mais ça, je reste quand même assez optimiste. On va encore en baver un certain temps, mais ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Il faut surtout rappeler aux responsables des États que ils ont un travail important à faire dans ce sens pour que Tout à fait. Et puis que ceux qui jouent un jeu criminel, ben un jour, ça va se retourner contre eux. Ça, j'en suis convaincu. Même pour l'instant, ils se sentent surpuissants, protégés. C'est vrai, pour l'instant, ils sont dans une situation qui a été favorable, mais on sent qu'ils commencent à être en panique, hein. Ils ont essayé de faire peur à beaucoup, ils ont essayé de me faire peur, ils m'ont jamais fait peur.
c'est moi qui leur fais peur, mais que je fais peur, je suis un petit médecin. Je suis content de leur faire peur parce que j'aurais toujours mis la vérité en face. C'est ça qui m'a, dans cette crise, ils n'ont jamais accepté de débat contradictoire. Même Delfrécy, je l'avais appelé bien en sûr. disant pourquoi on ne peut pas débattre. C'est toujours, mais Perron, c'est un idiot, Perron, il ne sait pas ce qu'il raconte, c'est un charlatan. Mais quand je leur mets des preuves sous le nez de, de rapports de différents pays, de statistiques, de publications, ben, ils refusent de débattre point par point. C'est juste, ah ben non, tout ça c'est des fake news, c'est n'importe quoi. Euh, et là, on ne peut pas cacher la vérité sous le tapis éternellement. Elle finit toujours par triompher et réapparaître à la surface. De toute façon, moi, j'ai toujours été optimiste, même si c'est vrai que je commence à en avoir ras-le-bol après 4 ans là, de tyrannie sanitaire, mais je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. En tout cas, je l'espère, hein. Surtout que maintenant, on a vraiment la preuve qu'il n'y a jamais eu de débat. Ah non, ça c'est sûr. C'est bien. Bah, Voilà. écoutez, professeur Perron, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'entretien. Et puis, bah, on vous souhaite bonne route pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.